Hola guripas, estamos en Carentan, una ciudad cuya historia en la batalla de Normandía está ligada a las unidades aerotransportadas, tanto americanas como alemanas. Hoy vamos a conocer el duelo entre estas dos fuerzas de élite por controlar Carentan. 3 días después del día D, los americanos controlaban amplias zonas de Utah y Omaha Beach. Pero para unir ambos sectores era imprescindible tomar Carentan y su importante nudo de comunicaciones. Por estos mismos motivos, y para evitar que los americanos aislaran a las tropas en la península del Cotentin, los alemanes debían conservar la ciudad a cualquier precio. El grueso de la defensa recayó en el 6º regimiento de Fallschirmjäger, los paracaidistas alemanes, al mando del mayor von der Heydte, que se vería beneficiado por defensas naturales como marismas y ríos. Del otro lado se encontraba la División Aerotransportada Americana 101, que tras los primeros días marcados por combates aislados, tenía la oportunidad de actuar por primera vez como una fuerza en conjunto. Hoy, guripas, para conocer todos los lugares relacionados con la toma de la ciudad, hemos quedado con Denis, nuestro amigo experto en tropas aerotransportadas americanas y autor de un libro sobre la batalla de Carentan. Hola Denis, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Estábamos aquí documentándonos con el libro que escribiste sobre la batalla de Carentan, pero bueno, ya que estás aquí, mejor vamos a aprovechar y escuchar de primera mano tus explicaciones. Bon, pas de problème. Écoute, on est au bon endroit pour commencer, puisque c'est ce que les Américains appelaient le pont numéro 1. Il y avait 4 ponts à franchir pour les Américains qui venaient de Saint-Côme-du-Mont ici, pour aller prendre Carentan. Le seul endroit passable de toute la région qui est totalement inondé. Ici, ce sont des marais avec de l'eau partout. Il faut franchir cette chaussée. ¿Y esta carretera qué nombre tiene? Donc c'est la fameuse route nationale 13, qui est la route nationale qui relie Carentan à Cherbourg, et que les Américains vont très rapidement appeler Purple Heart Lane, le chemin de la médaille des blessés, parce qu'ici il va y avoir effectivement énormément de pertes. Donc le seul voie d'accès, c'est une chaussée de part et d'autre des marais et qui rentre directement dans Carentan. Elle est donc traversée par 4 ponts. Ceci est le premier, donc le dernier survivant depuis 1944, mais il y en a 3 autres à franchir qui ont été soit détruits, soit fortifiés par les Allemands, qui sont couverts par les défenses allemandes, par les canons, par les mortiers, par les mitrailleuses. Et donc c'est un axe totalement dégagé. Il n'y a pas d'arbres à cette époque. Donc le 3e bataillon du 502e régiment de parachutistes du lieutenant-colonel Cole se réunit à Saint-Côme-du-Mont le soir du 8 juin, et à partir du 9 juin, il va devoir franchir un par un tous ces ponts avec son 3e bataillon avant de pouvoir essayer de prendre Carentan. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vamos. On y va. La 101 División Aerotransportada Americana estaba compuesta por 4 regimientos de infantería, 3 de ellos paracaidistas, el 501, 502 y 506, y 1 de planeadores, el 327. Como acaba de explicarnos Denis, el 10 de junio fue el 502 quien lideró el ataque, más concretamente su 3er batallón al mando del teniente coronel Robert Cole. Paralelamente, entrarían en acción las tropas de planeadores, que, a pesar de su condición aerotransportada, no llegaron a Normandía por aire, sino por mar, desembarcando el grueso del regimiento el 7 de junio en Utah Beach. Y para poder atacar Carentan, tenían que vérselas de nuevo con el agua. Donc nous sommes sur les bords de la Douve, donc avec la baie d'Évêque qui est derrière nous, avec Utah Beach qui est dans cette direction-là, Saint-Côme-du-Mont et Carentan qui est là. Donc on a, depuis le 6 juin, on a le 3e bataillon du 506 qui est caché derrière la digue de l'autre côté-là, qui n'a pas réussi à franchir la Douve au niveau des ponts de lieu-dit le Moulin ici. Et donc à partir du 8 juin au soir, le 506 est relevé par le 327e régiment de gliders. Donc l'objectif, c'est de traverser ici pour pouvoir effectuer un contournement par l'est de Carentan. On a vu le 502 qui rentre par le nord, donc il faut faire un mouvement de tenaille comme ça pour encercler Carentan. Et donc dans la nuit du 9 au 10 juin, le 327e qui est caché derrière la digue de l'autre côté va recevoir de la part du génie un certain nombre de canaux pneumatiques et commencer à traverser dans la nuit du 9 au 10
donc un certain nombre va traverser à pied, puisqu'on est à marée basse, donc ils ont de l'eau à peu près jusque-là, ils vont pouvoir traverser, et les autres vont utiliser les canaux pneumatiques pour se regrouper ici et aller tout de suite en direction du petit village de Brévent, qui vont libérer très très vite dans la matinée du 10, et commencer à faire mouvement, donc un mouvement de tenaille par l'est, puis par le sud, pour contourner Carentan, pendant que le 502 est en train d'essayer, comme on l'a vu tout à l'heure, d'essayer de franchir les 4 ponts sur Purple Hearts Lane. Donc le 327 traverse à cet endroit-là, et rapidement le génie américain va également construire exactement à cet endroit ici un pont à partir de bateaux gonflables qui va permettre à partir du 11 juin à un autre régiment de la 101e, le 501e, de traverser également à ce même endroit, et qui va lui aussi faire un grand mouvement par Saint-Hilaire-Petiteville pour aller attaquer la colline 30 qui est au sud de Carentan. Así que el 11 de junio tenemos al regimiento 327 realizando un gran movimiento para rodear Carentan por el este, mientras por el norte el regimiento 502 continúa su ataque frontal y logra finalmente superar los 4 puentes de la carretera nacional 13. Pero para continuar el camino hacia Carentan, el teniente coronel Cole se vio obligado a realizar una maniobra muy arriesgada. Este monumento recuerda uno de los episodios más representativos sin duda de la batalla de Carentan, que es la carga a la bayoneta de Cole. Absolument, on est vraiment à l'endroit très très précis où le lieutenant-colonel Robert Cole, après avoir franchi le pont numéro 4 qui est derrière nous avec ce qui reste de son 3e bataillon du 502. On est ici sous le feu allemand, les Allemands sont partout ici, il y a des buissons partout, des forêts. Et pour les Américains, c'est absolument impossible de progresser. Donc tous les soldats qui parviennent à franchir ce pont un par un sous le feu allemand essayent de se cacher partout où ils peuvent ici, dans les fossés, dans le bord des routes, derrière les haies. Et au matin du 11 juin, Cole voit que la situation est un petit peu désespérée puisqu'ils ne parviennent pas à progresser. Il va demander un tir de barrage de fumée pour masquer un petit peu l'état de ses troupes. Et à 6h15, il va sortir de son trou avec son sifflet et avec son Colt 45. Il a ordonné à ses soldats de mettre la baïonnette au canon et de charger le poste de commandement qui est derrière nous, la fameuse ferme Ingouf. C'est le poste de commandement des parachutistes allemands. Et donc Cole, à 6h15 du matin, sort de son trou, il va siffler très fort dans son sifflet et il est suivi de très très peu de soldats parce qu'il y a tellement de bruit à cause de l'intensité des tirs qu'en fait seulement une vingtaine de soldats l'ont vraiment entendu, mais ils vont quand même tous se lever, ils vont charger vers le poste de commandement allemand et ils vont emporter le poste de commandement allemand puisque les défenseurs vont s'enfuir de l'autre côté, et va démarrer le 2e épisode de cette bataille qui va être la bataille du Carré de Choux, puisque donc dans les buissons et dans les haies qui se sont en place dans tout ce qui est aujourd'hui une zone industrielle, là va démarrer un nouveau combat pratiquement au corps à corps avec les éléments restants du 3e bataillon du 502, mais surtout avec les éléments du 1er bataillon du 502 commandé par Patrick Cassidy, qui eux vont également franchir le pont numéro 4 et vont investir tout ce secteur-là pour essayer de faire fuir les Allemands vers Carentan. Lieutenant Colonel R.G. Cole, 3rd Battalion, 502nd Parachute Infantry, 101st Airborne Division. En un raro testimonio sonoro, el propio Cole contó a las cámaras la hazaña que le valió la más alta condecoración americana, la Medal of Honor. Medalla que no llegó a recibir en vida, ya que cayó en combate a los pocos meses en Holanda. Por cierto, que después de la carga a la bayoneta de Cole, el comandante de la 101, el general Max Taylor, dio a los defensores alemanes la oportunidad de rendirse, ofrecimiento que el mayor von der Heydte rechazó. Pero esa misma tarde ordenaría la retirada del grueso de sus fuerzas. Desconocedores de esto, los americanos continuaron con su plan. Para completar el asedio sobre Carentan, ese mismo día, el 11 de junio, entraron en acción los regimientos 501 y 506. El 501 cruzó el río Douve a la altura de Brevand para atacar por el este, mientras que el 506 tomó el relevo del 502 dirigiéndose por el oeste hacia la colina 30, un punto elevado al sur de la ciudad donde debían enlazar con el 501.
Le 501e qui a traversé la Douve à Brévent a fait un grand mouvement tournant vers Saint-Hilaire-Petiteville et son deuxième bataillon va continuer l'encerclement de Carentan par le sud-est en traversant ce pont ici. Le pont est par terre, le pont a été détruit. Normalement, ils attendaient eux aussi des bateaux gonflables de par le génie, mais qui sont arrivés très très tard et ils se sont rendus compte que le pont étant par terre, on pouvait malgré tout traverser. Donc le deuxième bataillon du 501 va traverser ici à pied et l'élévation que l'on aperçoit de l'autre côté de la voie de chemin de fer, la petite élévation avec les arbres, c'est la fameuse colline 30 qui était l'objectif à la fois du 506 qui lui vient de l'ouest et du 501 qui arrive ici par l'est. Donc le 501 va à travers les marais parce que toute la zone derrière est marécageuse. Ils vont devoir traverser les marais alors que la colline 30 est très très défendue avec des canons de 20 mm, avec des mortiers, avec des 88 et ils vont charger à la baïonnette cette colline 30 pour effectuer la jonction avec le 506 qui arrive de l'autre côté par la route d'Auvers. Dans le même temps, le 3e bataillon du 501 lui va prendre la route normale ici qui est derrière nous et va faire route direct vers le secteur de la gare, là aussi pour faire la jonction avec le 506 dans le secteur de la gare. Donc le 3e bataillon du 501 est en train d'attaquer la colline 30 dans ce secteur ici, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis le 2e bataillon, lui, entre par la route nationale qui vient de Saint-Hilaire et qui avance dans ce secteur-là et arrive à peu près au niveau du secteur de la gare. Il va faire sa jonction avec des premiers soldats du 2e bataillon du 506 qui, lui, est arrivé depuis la route d'Auvers, la route de Perrier et qui a traversé la voie de chemin de fer à ce niveau-là. Donc la jonction du 501 et du 506 s'opère ici. Le 327 arrive par le bassin à flot. Donc dès la matinée du 12 juin, eh bien, le colonel Harper et le colonel Strayer du 506 vont aller boire une bouteille qu'ils ont libérée dans une cave dans le secteur de la mairie par ici et on considère que la libération de Carentan est effective puisque les derniers snipers allemands ont évacué la ville à partir des premières heures de la matinée du 12 juin. ¿Y ese es el fin de la batalla de Carentan? Alors c'est la fin de la partie libération de Carentan, mais à partir des premières heures du 12 juin, les premières contre-attaques allemandes vont commencer à arriver et donc en toute urgence, des hommes du 506 puis du 501 vont devoir se porter du niveau de la colline 30 pour commencer à défendre la ville, puisque maintenant il va falloir défendre la ville face à la contre-attaque très très puissante de la 17e division SS allemande. La 17ª División SS de Granaderos Panzer había recibido la orden de partir hacia Carentan ya al comienzo de la batalla de Normandía. Pero debido a la superioridad aérea aliada, a la división le costó casi una semana recorrer los 400 kilómetros que la separaba de Carentan. Estas tropas de refresco venían decididas no solo a retomar la ciudad, sino también a echar a los americanos al mar. Así que el 13 de junio el contraataque alemán llegó por el suroeste. Bon, à ton avis, Oscar, il a dû se passer quelque chose ici. Yo obviamente aquí no veo nada, pero sé que me vas a contar algo sorprendente sobre la batalla de Carentan. Bon, nous sommes ici adossés à ce qui était l'ancienne voie de chemin de fer entre Carentan et Auvers. C'était le point d'appui des 2e et 3e bataillons du 506e régiment de parachutistes du colonel Sink. Ils vont sortir de Carentan dès le 12 au soir, la ville est libérée le 12 au matin. Le 12 au soir, ils vont commencer à avancer dans cette direction-là et en arrivant à peu près à cette hauteur-là avec la ferme qui est derrière, dès le 12 au soir, ils vont rentrer en collision avec les premiers éléments de la 17e Panzer SS. Et c'est sur tout ce secteur-là que vont commencer, dès le 12 au soir et toute la journée du 13, la fameuse bataille de Bloody Gulch. Le Gulch étant une description géographique pour cet endroit très vallonné que l'on voit ici et qui s'étend pratiquement jusqu'à la route d'Auvers. Et c'est là qu'il va y avoir tous ces accrochages, avec notamment des combats contre les premiers Sturmgeschütz allemands qui arrivent, donc les canons autopropulsés allemands qui vont arriver ici et contre lesquels les parachutistes américains vont se battre au bazooka. Además de bazucas, los paracaidistas americanos contaron con la providencial intervención de blindados americanos provenientes de Omaha Beach. Unos tanques que llegaron justo a tiempo para frenar el contraataque de la 17ª División SS. En este día, los alemanes sufrieron tantas bajas que finalmente tuvieron que aceptar la pérdida de la ciudad. Aún así, la sólida defensa de los paracaidistas alemanes, los Fallschirmjäger del 6º Regimiento, les valdría el sobrenombre de los Leones de Carentan. Y tras todo esto, guripas, la ciudad fue liberada y fue el fin de la batalla de Carentan.
Bon, ben nous sommes sur cette fameuse place de la République à 40 ans, hein, là où a eu lieu 3 remises de médailles, parce que donc cette première campagne de la 101e Airborne, hein, c'est la première opération de combat pour la 101e Airborne, et donc à l'issue des combats, dès le 15 juin, il y a eu une première remise de médailles qui a eu lieu ici. Ce sont les 4 commandants des 4 régiments de la 101e, hein, Bud Harper pour le 327, John Michaelis pour le 502, Bob Sink pour le 506 et Howard Johnson pour le 501, qui ont reçu ici même leur Silver Star. Et puis quelques jours plus tard, le 20 juin, il y a eu une nouvelle cérémonie, plus importante celle-là, puisqu'il y avait des généraux de corps d'armée qui étaient sur une estrade, qui étaient tendus ici. Et là, on a remis des médailles à Tony McAuliffe, à Bob Wright, qui s'est illustré à Angoville-au-Plain. Ils ont reçu ici leur Silver Star. Et puis 3 jours après, le 23 juin, une nouvelle cérémonie, aussi très très importante, avec des soldats comme Gerald Lorraine, qui s'était illustré sur la prise des canons de Brécourt, qui a reçu lui aussi une DSC ici. Et c'est à cette occasion-là que malheureusement les Allemands ont ouvert le feu pendant la cérémonie. Les soldats américains se sont jetés au sol, mais tous les civils qui étaient présents n'ont pas réagi. Il y a eu 50 blessés parmi les civils, dont 5 morts, dont la petite Danielle Lenné qui avait 4 ans, qui a été tuée ici sur la place. Donc une fin un petit peu tragique pour la 101e Airborne qui a pratiquement terminé ses combats ici à 40 ans, puisqu'ensuite ça a été une guerre de position au sud de 40 ans, et puis ensuite elle est partie vers Sodva et ensuite vers le secteur de Cherbourg, et c'était la fin de la campagne pour la 101e Airborne. Bueno, Denis, nosotros no vamos hoy a condecorarte, pero sí podemos agradecerte tus brillantes explicaciones. Yo creo que ha quedado muy clara la batalla de Carentan y bueno, te agradecemos mucho esta visita. Merci beaucoup, muchas gracias.